Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette présente édition d'information dont voici les titres. Réunion à Dakar d'un groupe d'experts en développement. La date butoir des OMD est en 2015. L'un des objectifs de cette rencontre était d'envisager l'après 2015 en tenant compte des résultats enregistrés. Au Maroc, un pédophile de 63 ans bénéficie d'une grâce royale condamné en 2011 à 30 ans de prison. La libération du retraité espagnol provoque un tollé de protestation. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette présente édition d'information. Je débute par cette information. Le Sénégal est sur la bonne voie des atteintes des OMD. C'est ce qui ressort du rapport régional sur l'agenda de développement post-2015. Information donnée lors de l'atelier de partage qui s'est tenu à Dakar. Compte rendu d'Amsila. Au cours de cet atelier, il est question d'examiner les problématiques communes entre le rapport régional sur l'agenda post-2015 et celui élaboré par le Sénégal. L'objectif est de faire le point sur les OMD et les correctifs à apporter avant la date butoir. Nous ne devons plus faire l'exclusion et la marginalisation. Deuxième élément, ce qui est important pour nous, nous devons beaucoup plus œuvrer pour une transformation économique. Et qui parle de la transformation économique suppose une réorientation de tout ce qui est l'appareil de production, à commencer par l'éducation, qui doit être davantage professionnalisée tout en reconnaissant le rôle de l'université et des autres ordres d'enseignement. Il était important de réfléchir à des problématiques comme la création d'emplois, l'emploi des jeunes, les problèmes de mitigation des changements climatiques, lutter contre les effets des changements climatiques, les problèmes de production agricole et de mode de production durable. Et également des problèmes de gouvernance qui doivent être à la base et qui sont également importants pour un développement durable. Le Sénégal a fait des avancées considérables dans les domaines de l'éducation, de la santé infanto-juvénile, de l'accès à l'eau potable et de l'autonomisation. Toutefois, des faiblesses sont notées, surtout pour ce qui est de la réduction de la pauvreté. Pour le Sénégal, il s'agissait d'atteindre une cible de 37,5 ou 7% de pauvres à l'horizon 2015. Nous avons montré que nous sommes actuellement à 46,7% de pauvres. Nous avons 2 ans, 900 jours pour être précis. Et vous voyez bien que c'est impossible d'atteindre ces résultats-là en 2 ans. L'atelier a permis aux participants de poser des questions et de souligner certains manquements des rapports présentés. Les conclusions vont être soumises aux différents gouvernements de la sous-région. 12 ingénieurs formés, ils ont été mieux outillés pour plus d'exactitude dans les calculs afin qu'ils soient plus efficaces dans les projets d'infrastructure et missions de contrôle, nous dit Jules Diop. Une révolution dans le domaine de l'ingénierie au Sénégal. Covadis, ce logiciel permet aux ingénieurs d'intervenir dans leur domaine de compétences avec exactitude. Ici, un technicien revient sur les performances de cet outil. Covadis permet notamment de réaliser nos calculs topométriques, nos plans topographiques, nos projets de lotissement, nos aménagements urbains, nos réfections de voiries, nos projets VRD, nos calculs hydrauliques, nos dimensionnements de réseaux, etc. Avec ce logiciel, les ingénieurs bénéficient de plusieurs applications. Par ailleurs, il permet à l'État d'être plus cohérent sur la faisabilité des projets qui autant ont fait perdre des économies importantes à l'État. L'autorité salue les avancées apportées par ce logiciel dans le domaine de la topographie, l'assainissement et le dimensionnement des routes. Le domaine des infrastructures dans lequel vous évoluez, chers participants, requiert une exactitude sans commune mesure dans les calculs parce que toute erreur aurait des répercussions soit financières, soit techniques. Et en 2 semaines, effectivement, nous pensons que les séminaristes ont bien maîtrisé les contenus de ce séminaire, dans la mesure où nous avons des ingénieurs de très haut niveau qui ont une bonne expérience de leur métier, donc qui sont en mesure vraiment d'assimiler le plus rapidement possible les contenus de ce séminaire. Cette formation a permis aux bénéficiaires d'être mieux outillés afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de la politique en matière d'infrastructure, un secteur qui fait partie des priorités du chef de l'État.
Depuis hier, certains quartiers de la zone de Yoff sont privés d'électricité. Cette situation déplorée par la Sénélec est liée à un câble souterrain défectueux. La société d'électricité a dépêché sur les lieux des équipes de réparation. Voici à ce propos le directeur de la distribution de la Sénélec, Ibrahim Diop, que nous écoutons. Nous sommes ici sur le chantier de la rue de l'aéroport pour procéder à la réparation du câble que nous avons qui alimente la zone de Yoff, Sud Foire, Ranrar, Yoff Tongor. Ce câble, depuis hier après-midi, il est en panne. Donc nous avons mis tous les moyens en œuvre pour essayer de réparer. Nous avons fait plusieurs interventions depuis hier. Aujourd'hui, on est à la 4e intervention. Donc vous voyez, on est en train de faire des tranchées pour retrouver le câble à réparer. On est déjà à une profondeur de 2,50 m. Le câble a été remblayé sur une grande profondeur. Et nous avons aussi du béton au-dessus parce que le trottoir est bétonné. Donc depuis 13h, 13h, 14h, on est en train de faire la tranchée. Actuellement, il fait 1h du matin. Nous sommes toujours sur le chantier pour essayer d'arriver à réparer ce câble. Donc c'est la raison pour laquelle depuis hier, il y a des perturbations sur l'alimentation électrique dans la zone de Yoff. Les quartiers de Ranrar, Tungouria, Sud Foire, Yoff, Laen sont concernés par cette panne-là. Donc nous arrivons à alimenter partiellement de temps à autre une partie des clients par un autre câble, mais c'est la puissance qu'on peut alimenter avec ce câble-là ne nous permet pas de reprendre entièrement tous nos clients. Donc c'est ça en fait la cause des perturbations que nous avons depuis hier dans la zone de Yoff. Il ne s'agit pas de délaissage encore une fois, mais il s'agit de pas. Nous présentons toutes nos excuses aux populations des zones de Yoff, à nos clients qui ont souffert et continuent de souffrir de ces situations-là qui est indépendante de notre volonté. Il s'agissait donc du directeur de la distribution de la Sénélec, Ibrahim Diop, qui s'expliquait sur les désagréments notés dans la zone de Yoff qui sont privés d'électricité. Place à la chronique Ramadan, nous nous rendons à Diourbel, la capitale du Baol. Dans cette région, les Baïfal ont l'habitude de préparer de copieux ndogu qu'ils envoient à Kergoumak. Cet acte très significatif est hérité de Lampfal, un geste que les Baïfal continuent de perpétuer. Allons à la découverte du ndogu des Baïfal avec nos envoyés spéciaux à Diourbel, Hamidou Diop, Nazirouba et Moustapha Diallo. À Diourbel, les préparatifs du ndogu débutent très tôt. Les Baïfal immolent tous les jours au moins un bœuf et des poulets. Et les familles se mobilisent pour les 13 bols du copieux ndogu à amener à Kergoumak. Les ndogu des Baïfal sont une tradition héritée de Cheikh Ibrahim Fall, fidèle compagnon de Serigne Touba. Et depuis, les disciples de Lamp Fall ne l'ont pas interrompu. Si ce n'est pas un bœuf, nous immolons tous les jours 4 moutons sans compter la dépense qui avoisine les 5 000 francs. Nous faisons tout cela par amour pour Serigne Touba. Dans ces foyers Baïfal, c'est une véritable organisation qui est mise en place. Dans cette famille, par exemple, les enclos sont remplis en ce mois béni. Nous immolons tous les jours au moins 8 moutons et 12 poulets. Ces logos sont une instruction de Serigne Touba à Cheikh Mababou Gueye. Avant c'était 3 poulets, mais aujourd'hui les choses ont pris de l'ampleur. Chaque matin, nous avons 4 sacs de pommes de terre et 3 sacs d'oignons à éplucher. Nous faisons ce travail avec beaucoup de passion. Il y a plus de 40 femmes qui interviennent dans la préparation. À 16h, les plats sont déjà prêts. La répartition faite par les femmes obéit à un rituel particulier. C'est le khalife de la famille qui met la couverture du premier bol. Après, destination Kergoumak où loge actuellement Serigne Mountakha Mbacké, ibn Serigne Bassirou Mbacké.
Dans ces lieux phares du mouridisme, la ferveur ne manque pas, surtout à l'arrivée des Baïfal de Mbaké. En plus de ce bus, un camion est chargé de bols de ndogu, des fruits, de la boisson en grande quantité. Comme nous avons préparé, non lañ ko daan defee fii nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko daan toggee fii ci kër gu mag ci Njaaréem kër Cheikh di ko indi fii ci kër Sëñ Touba loolu nag mooy dox ba jëmmi léegi ba léegi. Nous continuons ce que Cheikh Ibrahima Fall a entamé à Mbacké. Nous préparons des ndogu pour Touba et pour Diourbel. Chaque jour nous amenons ici 13 bols pour respecter la tradition et au 21e jour nous essayons de faire de notre mieux. Ce que nous avons amené ici est difficilement estimable. Ces ndogous sont aussi destinés aux plus démunis. Dans cette résidence de Serigne Touba, chaque fidèle à Diourbel peut trouver de quoi manger. Cela fait aussi partie de la philosophie Baïfal, entre aide, travail et soumission totale envers Serigne Touba. Le ndogu des Baïfal donc que nous ont fait vivre nos envoyés spéciaux Hamidou Diop, Nazirou Ba et Moustapha Diallo. Le Ramadan est par essence un moment de partage et de solidarité, mais pas seulement entre musulmans, rajoute Solange Dansou, une béninoise catholique qui se fait un devoir chaque année depuis plusieurs décennies de participer à sa façon au Ramadan de ses voisins. Oumindour est allé à la rencontre de cette brave dame dans le quartier dakarois de Karak. Ce soir, à la rue 17 prolongée de Karak, il y aura au menu du ndogu, le repas de la rupture du jeûne, des beignets et du jus de bouille pour tous. Et dans chaque demeure, les prières à l'endroit de la bienfaitrice sont les mêmes. On prie pour elle. C'est une bonne voisine. Elle fait ceci pour tout le quartier. Pendant le Ramadan, elle nous offre 2 fois des beignets et des jus de fruits. Et c'est pareil pour les autres fêtes musulmanes. Qu'Allah la couvre de grâce. C'est une femme généreuse et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. En attendant l'heure de la rupture du jeûne, la petite Galika et son cousin Issa prennent une avance. Les beignets de Tantine sont bons. La tantine en question, c'est elle, Solange Dansou, venue du Bénin il y a 41 ans, rejoindre son époux qui poursuivait ses études à Dakar. Elle s'est finalement installée avec toute sa famille au Sénégal. C'est un beau pays. Aujourd'hui, elle a adopté quelques-unes des traditions du pays, comme le soukorukor, ces présents que l'on offre aux amis et proches durant le Ramadan. On est bien ici. C'est un plaisir pour moi. Chaque Ramadan, je fais ça pour donner mes frères, les musulmans. En plus de nous faire des cadeaux lors des fêtes musulmanes, elle et ses enfants nous prêtent main forte lors des cérémonies familiales. Pourtant, elle aurait pu se dire tout ceci ne la concerne pas, car on ne partage pas la même religion. Solange Dansou est en effet chrétienne, ce qui aux yeux de ses voisins rend son geste encore plus symbolique. Moi, si je sors, tu penses que je suis catholique ou bien je suis musulman. On est bien dans le quartier, il n'y a pas de problème. Durant les grandes fêtes musulmanes, ses voisins lui rendront l'appareil. Et d'ici la fin du Ramadan, sa nièce Bernadette continue sa tournée de distribution de beignets dans le quartier. Je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans du Sénégal. Ou à Sénégal, il y a pas. Ramadan, bon, bah. Comment ça, il dit que les diamants, salam. Merci beaucoup donc à Solange Dansou. Le dossier du jour, le forail de Diamagan Sikapamba concentre beaucoup d'acteurs de l'élevage et du commerce de la viande, mais sa présence pose un certain nombre de problèmes liés à l'insécurité ou à l'environnement. Entre les occupants et les riverains, les relations peuvent être tendues et en bonne peule, Diana Badia nous conduit au forail suivant son dossier. On se croirait en pleine campagne, loin de là. Nous sommes bien à Dakar, précisément à Diamagan Sikapmao. Des bœufs à perte de vue destinés à la vente et à la consommation. Un véritable business se développe dans le forail. Le prix des bêtes varie selon la taille et peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Les éleveurs déplorent par contre le manque d'honnêteté de certains clients.
J'ai vendu 29 bœufs à une femme. Je l'ai poursuivie pendant plusieurs semaines. Elle m'avoue qu'elle ne me doit que 700 000 francs alors qu'en réalité c'est 8 millions. Je lui ai dit que je m'en remets au jugement du bon Dieu. Modiba exerce le métier de boucher depuis 13 ans. Il avait acheté 35 bœufs pour un coût total de 14 880 000 francs CFA. Pour lui, dans les conflits entre bouchers et éleveurs, les responsabilités sont partagées. Si un boucher achète à crédit pour une valeur de 20 millions, tout en sachant qu'il va vendre à perte, c'est malhonnête. Les éleveurs aussi donnent à des prix élevés. Malgré la situation conflictuelle qui existe souvent entre éleveurs et bouchers, l'activité se porte bien et chacun semble y trouver son compte. On note même la présence des enfants dans le secteur. Leur travail consiste généralement à attraper des animaux. Pour cela, ils peuvent gagner 5 000 jusqu'à 10 000 francs CFA par jour. D'autres enfants s'activent dans la commercialisation d'animaux. J'achète par exemple un bœuf et je le revends au boucher. Je peux en tirer un bénéfice de 5 000 voire plus. J'ai un fonds de 500 000 francs CFA. Les femmes mènent aussi des activités dans le forail. Le puisage en est une. Elles font des va-et-vient à longueur de journée. La bassine d'eau est achetée à 50 francs CFA pour être revendue à 125 francs CFA. Depuis 12 ans, j'exerce ce métier, ce qui me permet d'entretenir ma famille. Je travaille même pendant l'hivernage, bien que le forail soit rempli d'eau sale. Les charretiers tirent aussi profit du secteur. Certains s'adonnent au ramassage d'excréments utilisés comme fertilisants agricoles, pendant que d'autres sont dans le commerce d'aliments de bétail. La liste des activités n'est pas exhaustive. Quant à l'insécurité, un problème qui se pose avec acuité aussi bien pour les riverains que pour les éleveurs. Les bœufs là, des fois, ils s'évadent, ils rentrent dans la cité, ils peuvent causer des accidents avec les enfants qui prennent. On a pas mal de problèmes. Ici, on a un réel problème de sécurité. N'importe quel voyou peut entrer dans le forail. Pour limiter les cas de vol de bétail, les éleveurs se sont organisés. Ils payent des veilleurs de nuit. La police également se dit présente dans la zone, ce qui lui permet de garder l'œil sur tout ce qui se passe dans le forail. Des patrouilles effectuées par les éléments de la brigade de recherche qui sont des éléments en tenue civile. Et ces patrouilles même nous ont permis pas mal de procéder à des vérifications d'identité qui ont surtout abouti à des cas d'infraction liés à l'usage de chars indiens ou bien à la détention même d'armes blanches. En plus de l'insécurité, le manque d'hygiène constitue un autre calvaire, surtout pendant l'hivernage. Les riverains accusent même les éleveurs de trouiller le mur pour laisser couler l'eau sale dans la rue, ce qui serait à l'origine de certaines maladies en plus de la poussière. La saleté, l'insalubrité, les mouches, toute l'année, les mouches, les moustiques. Vraiment, il y a pas mal de problèmes. Il paraît qu'il y a des cas de tuberculose ici. Les éleveurs, de leur côté, déversent leur bile sur la mairie de Pékin. Ils soutiennent que chaque jour, au moins 10 camions en provenance du Fouta, de Linguère, de Dara, du Mali, de la Mauritanie, entre autres, arrivent ici. Chaque camion transporte au minimum 30 bœufs. La mairie de Pékin reçoit une taxe sur chaque animal. Nous appartenons à la commune de Pékin et la mairie ne fait rien pour nous. Et c'est pourquoi pendant l'hivernage, nous éprouvons d'énormes difficultés. La municipalité envisage de rénover le forail. Le projet prévoit l'élévation du mur pour empêcher les animaux de s'évader, ce qui occasionne des accidents sur la route nationale. Les travaux vont porter aussi sur l'installation de l'électricité, la construction de toilettes et l'aménagement d'une rampe surélevée permettant aux bœufs de débarquer en toute sécurité. Le projet estimé à 200 millions de francs CFA tarde à se concrétiser. Aujourd'hui, les budgets sont là, votés. Il y a un programme défini, un débat d'orientation budgétaire approuvé par le conseil municipal en présence du préfet. Mais dans l'exécution, nous souffrons de ces lenteurs et des lourdeurs administratives. Les populations de Diamaguène Sicap Mbao veulent la délocalisation du forail pour leur bien-être et leur sécurité. Les éleveurs, quant à eux,
tiennent à cet endroit qu'ils disent occuper depuis 1945. Ici encore, c'est l'urbanisation galopante qui est mise en cause. Actualité hors de chez nous, ce sera Ibrahima Boubacar Keïta Ibeka, Soumaïla Cissé, l'affiche du second tour au Mali. Le premier tour de la présidentielle malienne a livré hier son verdict, un verdict différemment apprécié par les deux camps. L'heure est maintenant aux alliances pour les reports de voix. Le second tour est prévu le 11 août. Scène de liesse dans le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'ex-premier ministre malien, celui que tous surnomment ici Ibeka, arrive officiellement en tête du premier tour de l'élection présidentielle malienne. Faute d'avoir remporté plus de 50% des voix, celui qui était donné favori affrontera Soumaïla Cissé au second tour. Ibeka n'a pas réagi au résultat, mais ses partisans qui espéraient le voir élu dès le premier tour restent confiants. Je pense que les jeunes sont très loin d'avoir, en tout cas, d'avoir perdu vraiment le courage. Ils sont organisés aujourd'hui, ils sont vraiment décidés d'aller à l'assaut final pour que le 11 août, Inch'Allah, nous puissions remporter ce deuxième tour. Joie également dans le camp de Soumaïla Cissé, l'annonce du second tour ici est un véritable soulagement. Car en dépit de son avance de 20 points, la victoire du favori au second tour est encore loin d'être acquise. Il n'y a pas de tendance à inverser. L'élection du 11 août est une nouvelle élection. Il ne s'agit pas de trouver des voix à rajouter aux résultats obtenus au premier tour. C'est une nouvelle élection qui va se faire. Soumaïla Cissé qui a également exigé des mesures concrètes pour juguler la fraude qui, selon lui, a caractérisé le vote de dimanche dernier. Il reste désormais 8 jours à l'économiste de l'élection pour signer des alliances et tenter de battre son rival. Les voix récoltées par les autres candidats au premier tour représentent en effet un quart des votants. Du Mali, nous nous rendons au Maroc où la libération d'un pédophile provoque un tollé de protestation. L'homme, un Espagnol de 63 ans, retraité, a été condamné en 2011 à 30 ans de prison. Après 2 ans de détention, le vieux délinquant a bénéficié d'une grâce royale. Les tentatives de contestation de cette décision près du Parlement marocain ont été dispersées par la police. La police ne leur a pas laissé le temps de s'exprimer. Sous les fenêtres du Parlement, ces manifestants sont expulsés manu militari, arrêtés, frappés. Ils sont rapidement dissuadés de poursuivre leur mouvement. Ces milliers de personnes sont venues protester contre la libération d'un pédophile. Un retraité espagnol de 63 ans, condamné en 2011 à 30 années de prison pour avoir violé 11 mineurs de 4 à 15 ans. Après au moins 2 ans de prison, il a donc retrouvé la liberté après une grâce ordonnée par le roi. L'État n'a aucune explication valable, admissible au fait d'avoir libéré un pédophile contre toute logique et que c'est le roi qui a assumé cette responsabilité et on ne veut pas que le roi soit neutre. On ne veut pas que les gens se rendent compte que le roi commet des bêtises, commet des fautes. Et parmi les critiques les plus sévères, il y a celle du mouvement du 20 février, né lors de la contestation sociale de 2011. Un mouvement qui voit un argument de plus pour des réformes dans le pays. Nous demandons l'indépendance de la justice et c'est le grand principe qui a accompagné le mouvement du 20 février et qui va continuer après. Nous demandons la révision des mécanismes de la grâce royale qui existe au Maroc et qui permet la libération des criminels sadiques. Une grâce royale qui ferait suite à la dernière visite de Juan Carlos au Maroc. Le roi d'Espagne aurait demandé à son homologue d'extrader 48 prisonniers et celui qu'on surnomme le violeur de Kenitra en ferait partie. Le pédophile en question pourrait avoir quitté le Maroc. Il serait probablement incarcéré dans son pays, mais rien ne filtre. Selon le porte-parole du gouvernement marocain, il sera interdit d'entrer au Maroc. L'affaire met en tout cas en lumière le tourisme sexuel et pédophile dans le royaume, longtemps resté tabou. Depuis plusieurs mois, les procès se multiplient au Maroc. De la culture dans ce journal avec le récita qui s'est tenu à Dakar. Les acteurs du 7e art sénégalais se sont réunis afin d'échanger et de trouver les voies et moyens pour la bonne marche des activités qui vont redémarrer l'année prochaine. Compte rendu, Aïda Mamadou Diop. Après 10 ans d'interruption, l'heure est venue pour la relance des activités des rencontres cinématographiques de Dakar, d'où la tenue de cet atelier d'orientation. Il a pour objectif de tirer le bilan d'une décennie et de s'assurer d'un bon redémarrage. C'est ainsi qu'on a passé en revue les forces et les faiblesses, puisqu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut regarder un peu le rétroviseur
pouvoir analyser, supposer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour demain ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Au départ, les Récidac étaient une initiative privée. Depuis 1997, elles sont devenues l'affaire du ministère en charge de la culture. Aujourd'hui, les Récidac restent plus que jamais en droite ligne de la politique de l'État. L'État du Sénégal s'est engagé sans réserve dans la relance du secteur cinématographique et audiovisuel en dépit des difficultés économiques. C'est dire que vos suggestions sont les bienvenues en ce qu'elles renforceront avec efficacité et efficience les actions à mettre en œuvre. Je voudrais à cet effet vous assurer de l'engagement et de la détermination de M. le ministre de la Culture, M. Abdou Aziz Mbaye, pour un examen minutieux et une exploitation judicieuse de vos propositions. Durant 2 jours, les acteurs du 7e art ont échangé sur les meilleurs mécanismes et stratégies favorables à la relance des activités, parmi elles l'organisation d'un marché de films et de workshops. Voilà ce qui met fin à cette présente édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Vous retrouverez tout de suite après Mama Moussa Niang pour l'édition en Wolof. Où que vous soyez dans le monde, vous qui nous suivez sur la RTS, excellent suite de programme sur la RTS.